Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, vous allez écouter une voix, un ancien ministre. Il y a pratiquement 7 ans, c'est ça, il disait des choses à la radio très intéressantes. En fait, il était avocat à l'époque. On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Nous sommes en avril 2018 sur LCI et avec la journaliste Audrey Crespo-Mara, elle interviewe quelqu'un et il lui tint à peu près ce langage. Écoutez. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. C'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice. J'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Voilà, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Je ferai jamais ça. Jamais. Et qui est cette personne? Vous l'avez tous reconnu, bien sûr. Il s'agit de Éric Dupond-Moretti, qui est devenu, quelques 2 ans plus tard, ministre de la Justice sous Emmanuel Macron, disons cela. Alors, Hervé Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction, vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris, et vous venez d'écrire Le procès Dupond-Moretti aux éditions du Cerf. Alors, justement, c'est quand même tout à fait intéressant, et vous analysez, dans ce bouquin, vous racontez un peu tout, les soubassements, comment c'est arrivé et tout, qu'un avocat qui s'est fait connaître d'abord sous le surnom d'acquittator, parce qu'il a beaucoup de talent et il acquitte bien, il a fait acquitter en tout cas, et qui, avec les juges, a des relations plutôt conflictuelles, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils n'ont pas, pour le Cid Moretti, les yeux de Chimène, et vice-versa. Et il devient ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie avec le recul? Vous regardez tout le bilan de Dupond-Moretti, vous racontez effectivement son ascension, avocat ou trop, tout ce qui s'est passé, et puis son combat contre un certain nombre de juges. Et puis le voilà en 2020, en juillet 2020, il est garde des Sceaux. Et au fond, quelles leçons tirer de là? Parce que votre livre raconte très très bien ça avec moult détails. Quelles leçons on peut en tirer? Écoutez, c'était une très très mauvaise idée de nommer Éric Dupond-Moretti garde des Sceaux. Vous l'avez dit, c'était un très grand avocat d'assises, et il n'était pas du tout fait pour être garde des Sceaux. Il le savait d'ailleurs, puisque l'interview que vous venez de diffuser le montre. Il était parfaitement lucide sur ce que il dit. Ce serait un bordel. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ensuite. Nommer garde des Sceaux quelqu'un qui tenait des propos aussi virulents à l'égard de la magistrature, hein, je le rappelle dans mon livre, je ne vais pas les tenir ici parce que je ne les fais pas miens. Des propos aussi virulents à l'égard des magistrats, ça ne pouvait que provoquer une réaction d'hostilité de la part des magistrats. Hein. Ce serait comme aller nommer ministre de l'écologie le président de la Fédération des chasseurs. Si vous voulez, c'est une provocation. Ou Marc Dutroux au ministère des droits de l'enfance. Voilà, exactement. C'est une provocation, et ça a été ressenti comme tel par les syndicats de magistrats, puisque la présidente de l'Union syndicale des magistrats, qui est le magistrat majoritaire, considéré comme modéré, a réagi immédiatement en disant c'est une déclaration de guerre. Voilà. Et effectivement, ça a été pris par les magistrats comme une déclaration de guerre, et il y a eu une guerre. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est cette guerre que je raconte. Et alors cette guerre a fait, alors justement, parlons-en, vous racontez dans ce livre, et encore une fois, vraiment qu'il est très intéressant de lire, parce que, et cette guerre a eu beaucoup d'épisodes, vous vous rappelez d'ailleurs, ça précède tout cela. Vous rappelez Sarkozy, vous rappelez ce qui s'est passé avec Fillon, toute cette espèce avec le parquet national financier, etc., etc.
Et en fait, cette guerre, vous diriez que... Alors, lui n'est plus ministre de la Justice, hein, on le sait. Les magistrats sont en place. Est-ce qu'il y a eu un vainqueur ou un vaincu, ou pas? Alors, je dirais que... on peut considérer qu'Emmanuel Macron et Éric Dupond-Moretti ont gagné cette guerre, puisque finalement, Éric Dupond-Moretti a été relaxé par la Cour de justice de la République à la fin de l'histoire. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que les guerres, ça laisse des champs de ruines. Hein, et donc des blessures et des rancœurs, etc., absolument, etc., tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et donc on a eu un ministère de la Justice qui a été quasiment bloqué pendant plusieurs années à cause de cette nomination et des conflits qui s'en sont Ah oui, suivis. véritablement, il y a un blocage. Ah oui. Imaginez que vous avez un ministre qui peut pas parler à ses syndicats et dont les plus hauts responsables des plus hautes juridictions refusent également de le rencontrer et de parler avec lui. Et puis il a poursuivi 3 juges. Faut et rappeler. puis, alors, je dirais, en quelque sorte, le point d'accroche de la part des syndicats, c'est que il a deux maladresses lorsqu'il arrive à la chancellerie. La première, c'est de nommer comme directrice de l'école de la magistrature une avocate. Là encore, c'est une nouvelle provocation. C'est la même que la précédente, si je puis dire. C'est évidemment très très mal ressenti par les magistrats. Ensuite, il va engager une enquête. Ce qu'on appelle une enquête administrative, mais qui est en fait une enquête disciplinaire, à l'égard de 3 magistrats du parquet national financier, dont la chef du parquet national financier, sur les conditions dans lesquelles une enquête a été menée et qui a amené à examiner les factures téléphoniques détaillées d'un certain nombre d'avocats, dont Éric Dupond-Moretti. Et les syndicats de magistrats vont sauter sur cette occasion pour dire « Ah, mais vous êtes en conflit d'intérêts. Vous commettez une prise illégale d'intérêt puisque vous engagez une procédure disciplinaire comme ministre sur des faits dont vous vous êtes plaint quand vous étiez avocat. » C'est ça. Et donc vous jouez la victime et le bourreau. Enfin, voilà, le bourreau, en tout cas. J'allais dire, vous êtes jugé parti, si on peut dire. Et en tout cas, vous êtes en conflit d'intérêts. Et donc, ça constitue le délit de prise illégale d'intérêt. Et donc, les syndicats de magistrats, le syndicat de la magistrature, qui est très, très à gauche, mais également l'Union syndicale des magistrats, qui est beaucoup plus modérée et qui représente 60% des magistrats, vont ensemble, c'est pas courant, déposer une plainte pénale contre leur ministre. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. C'est une première, je crois. Oui, c'est une première. Le syndicat de la magistrature avait déposé une plainte pénale contre Alain Peyrefitte il y a très longtemps, mais qui n'avait pas donné grand-chose. Mais une plainte pénale de cette consistance, c'est une première. Et c'est une situation qui est absolument insensée. Cette procédure dans laquelle les syndicats de magistrats, qui représentent 90% des magistrats, déposent une plainte pénale contre leur ministre, c'est quelque chose d'absolument insensé. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République et probablement dans l'histoire de France. Et alors, mais ce qui est, et puis c'est sur fond d'élections présidentielles, c'est sur fond de beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a absolument fasciné, et je voudrais le lire parce que c'est votre morale. Vous tirez morale de votre livre. Et je voudrais dire aux auditeurs de Sud Radio, aux résistants, à tous, vous dites ceci. Et je voudrais que vous le commentiez aussi. Comme dans un conte de fées, tout est bien qui finit bien. Écoutez bien, le ministre a été relaxé bien qu'il ait commis 2 prises illégales d'intérêt, mais sans le vouloir, car avocat pénaliste depuis 35 ans, il ne savait pas trop ce que c'était. Il a pu reprendre son travail normalement. Le procureur national financier n'a pas été sanctionné, bien qu'il ait commis des manquements déontologiques constitués par un harcèlement moral et une violation de secret professionnel, ce qui ne constitue pas des fautes disciplinaires. Il profite d'une retraite heureuse. Le vice-procureur national financier n'a pas été sanctionné, bien qu'il ait commis un manquement déontologique en dénonçant sa chef de service comme une délinquante, ce qui ne constitue pas une faute disciplinaire. Il a pu donc reprendre son travail normalement sur les affaires politico-financières. Personne n'a été sanctionné ni même poursuivi pour l'enquête parallèle sur les fadettes des avocats, dont celle de Dupond-Moretti. Mais tout est bien qui finit bien. Oui, voilà. Tout va bien. Voilà, personne n'est sanctionné. Voilà, tout va bien qui finit bien, personne n'est responsable de rien.
Simplement, ce que montre aussi toute cette affaire, et ça c'est quand même assez grave, c'est les dysfonctionnements très importants du parquet national financier pendant ces années-là. Pendant les procédures contre Fillon, pendant les procédures contre Sarkozy, qui continuent encore aujourd'hui, on voit des dysfonctionnements qui sont quand même assez sidérants. L'État a été condamné parce que le procureur national financier faisait du harcèlement moral sur ses adjoints. On lui reproche d'avoir prévenu des avocats de perquisition imminente. Enfin, c'est quand même tout ça, c'est quand même des faits qui font froid dans le dos. Et à la fin, on dit non, il n'y a pas de problème. Personne. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, on remet le couvercle sur la marmite et tout va bien. Mais quand on remet le couvercle sur la marmite, généralement, la marmite, elle continue à bouillonner. À bouillir. C'est pour ça qu'il faudra voir ce qui se passe. C'est pour ça que votre livre est très intéressant. D'ailleurs, le procureur dont vous parlez, c'était le procureur qui coule des jours heureux, Alors c'était le procureur national financier de l'époque. C'était Éliane Houlette. Éliane Houlette, absolument. Qui a dit d'ailleurs qu'elle a subi des pressions. Enfin, vous en parlez. Absolument. Éliane Houlette qui a reconnu une fois à la retraite. Ouais. La retraite, ça donne du courage. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être qu'on là, En fait, les héros et les rebelles, il faut les prendre uniquement parmi les retraités. Voilà, c'est là que ça commence à bouger. Voilà, exactement. Et une fois qu'elle était à la retraite, elle a reconnu devant une commission d'enquête parlementaire qu'elle avait subi des pressions très importantes de sa hiérarchie pour ouvrir une instruction judiciaire qui permettait de mettre en examen François Fillon juste avant l'élection présidentielle. Comme par hasard. C'est quand même un événement important parce que ça aussi, ça a changé l'histoire de France. C'est ce qui a fait que Fillon a perdu, qu'Emmanuel Macron a été élu, et donc tout le crime n'était même pas presque parfait. Il était parfait. Voilà. Le crime était parfait, absolument. Et donc elle l'a reconnu. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir que ce parquet national financier, à l'époque, fonctionnait quand même de drôle de. Mais il est toujours là, le parquet national financier. Alors il est toujours là, mais on peut espérer que ces errements qui ont été mis à jour n'existent plus. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils continuent à exister. Il y a une information intéressante. Le parquet national financier a rendu un rapport cette semaine dans lequel il dit il y a quelque chose qui est inquiétant, c'est que 40% des personnes que nous poursuivons sont relaxées. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup. Alors, soit les juges ne comprennent rien, soit peut-être que le parquet national financier a la main un peu lourde. Écoutez, comme vous avez dit, aujourd'hui on relaxe. Ce soir on improvise, disait l'autre, et aujourd'hui on relaxe. Oui. En tout cas, c'est un livre vraiment que je recommande. Hervé Lehmann, Le procès Dupond-Moretti aux éditions du Cerf. Il explique très bien pourquoi on peut toujours avoir confiance dans la justice de notre pays, n'est-ce pas? Merci. Merci. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.